Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Sidney Ribault, le directeur de la transition écologique et de la résilience à la Ville de Montréal. Sidney Ribault est bien connu pour avoir été le cofondateur et le directeur exécutif d'Équiterre. Avec sa passion pour l'urbanisme, avec sa connaissance, sa maîtrise et son engagement dans le dossier des changements climatiques, il a eu d'ailleurs un rôle déterminant à jouer dans le fait que le Canada a ratifié le protocole de Kyoto, dans sa connaissance aussi et sa maîtrise des enjeux de la maîtrise de l'énergie, la conservation de l'énergie, l'efficacité énergétique et la transition écologique. Qui d'autre que lui pouvait être la meilleure personne désignée pour occuper ce poste de directeur de la transition énergétique et de la résilience à la Ville de Montréal? Donc, Sidney, bonjour et bienvenue à nos balados. Bonjour Hélène, ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là avec nous. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre nomination. Ça fait déjà un certain temps, mais quand même, on se parle de vive voix. Puis voir comment ça va depuis que vous avez quitté Équiterre. Ben, écoutez, ça se passe très bien. La Ville de Montréal, c'est une très belle organisation qui est très professionnelle, hein. Il y a énormément d'expertise. On le soupçonne quand on est de l'extérieur. Quand on arrive à la Ville de Montréal, on découvre à quel point il y a une énorme richesse de personnes à la Ville de Montréal en termes d'expertise, en termes de savoir, en termes de connaissances. Donc, j'apprends énormément depuis que je suis à la Ville de Montréal. J'en ai pour encore quelques années à apprendre, à découvrir toutes les facettes de cette très grande organisation. Donc, ma première question, inévitablement, c'est de vous demander quel est le mandat du Bureau de la transition énergétique et de la résilience. Transition énergétique, tous, je pense qu'on peut essayer de bien comprendre ce que c'est, mais quand on a vu apparaître le mot résilience, je me suis dit, ça, j'ai hâte que Sidney nous en parle. Oui, bien évidemment, le mot résilience est d'actualité, hein. On avait à la Ville de Montréal auparavant un bureau de la résilience, carrément. Dont le mandat était de s'assurer que la Ville de Montréal soit prête et se prépare à différents types d'événements extrêmes. Donc, on pense spontanément aux événements climatiques, ou en fait, jusqu'à tout récemment, on pensait principalement aux événements climatiques. Mais évidemment, les inondations. Aux inondations, aux canicules. Et on pensait moins aux enjeux reliés à la santé publique, les pandémies, les zoonoses, donc d'autres enjeux auxquels une ville doit se préparer. De toute évidence, on le voit maintenant. Et dans le fond, ce qui est en train de se passer avec la pandémie est en train de remettre en haut de la liste des priorités des gouvernements et des municipalités cette question de résilience, cette question de comment on peut mieux se préparer à des événements qu'on a beaucoup de difficultés à prévoir à quel moment ils vont se produire, mais qu'on sait qu'ils vont revenir. Alors donc, ça, c'est le bout résilience. Et le bout transition écologique, ben, je pense que c'est assez nouveau comme terminologie. C'est une terminologie dont on entend un peu parler en France. Et l'administration en place à la ville a voulu donner un nouvel élan, je dirais, à la façon qu'on opère ce travail de s'assurer, de concilier le social, l'économie et l'environnement qu'on nommait depuis longtemps le développement durable, pour lui donner une connotation, je dirais une connotation d'urgence, parce qu'on a une urgence pour agir, et aussi pour envoyer un message qu'il y a vraiment un changement de paradigme important qu'on doit opérer, d'où le mot transition. Alors, je pense que le mandat, donc, il est clair. On est à la fois on est une organisation, c'est-à-dire on est une unité à la ville, pardon, qui n'offre pas de services comme la plupart des autres unités. On est plutôt une unité qui est en planification, en développement de nouvelles mesures et qui va beaucoup travailler de façon horizontale avec toutes les unités
Donc, l'idée, c'est de s'assurer que la main droite ne défait pas ce que fait la main gauche. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Puis là, je veux m'excuser parce que je pense que je vous ai présenté comme étant le directeur du Bureau de la transition énergétique. Donc, je m'en excuse. Ce n'est pas le Bureau de la transition énergétique, c'est le Bureau de la transition écologique et de la résilience. Je m'excuse, Sydney. Donc, ma deuxième question, c'est quel est le rôle que vous serez appelé à jouer comme directeur de ce bureau? Bien, vous savez, à la Ville de Montréal, il y a une cinquantaine de directeurs de mon niveau, là. Donc, on inclut dans ces directeurs-là les directeurs d'arrondissement, les directeurs de tous les grands services que l'on connaît, les grands parcs, l'eau, l'environnement, évidemment. Euh, donc, jusqu'à tout récemment, la plupart des gens qui étaient dans mon équipe faisaient partie de l'équipe de l'environnement, comme c'est le cas, par exemple, au niveau provincial, où les gens qui s'occupent des changements climatiques, par exemple, sont une équipe du ministère de l'Environnement. Euh, et le souhait de l'administration, lorsqu'il a créé ce bureau, c'était un peu d'enlever de la pression sur le directeur de l'environnement. Et l'image que j'aime donner, c'est lorsque le directeur de l'environnement de la Ville de Montréal se lève le matin, il se préoccupe en premier de savoir est-ce que tout le monde va avoir un service de collecte de déchets? Est-ce que tout le monde va avoir un service de collecte des matières recyclables? Est-ce qu'il y a un enjeu avec la qualité de l'air quelque part sur l'île de Montréal? Donc, c'est des enjeux très opérationnels et c'est difficile pour un directeur d'environnement, comme c'est le cas pour un sous-ministre à Québec, de prioriser de la planification à moyen long terme et de prioriser de la reddition de comptes sur des grands plans que peuvent être des plans sur le climat, des plans sur la biodiversité qui touchent par définition plusieurs départements. Et l'autre enjeu pour les gens dans la position d'un directeur de l'environnement dans une ville, c'est qu'ils ne sont pas dans une position où c'est facile pour eux de mobiliser les autres services, les autres unités, parce qu'on le sait, ce qu'on a à faire sur le climat, sur la biodiversité, doivent interpeller toutes les unités. Alors, l'idée, c'était de dire, bien, on va créer une espèce de petit SWAT team, une petite équipe à part, avec un directeur qui, à chaque matin, quand il va se lever, lui, il n'aura pas à se préoccuper d'opération. Il va s'occuper simplement de savoir est-ce qu'on a un bon plan, est-ce qu'on a des bonnes mesures qu'on est en train de mettre en place qui vont avoir un impact systémique pour changer la façon qu'on est en train de faire les choses. Alors, c'est vraiment ça le mandat que j'ai, qui est évidemment un mandat que j'adore. Oui, parce que c'est aussi un mandat pour influencer vos collègues, hein, pour qu'eux intègrent tout ce que vous êtes en train de faire dans leur service, j'imagine aussi. Hein. Est-ce que... Oui, je m'excuse. Non, tout à fait. Non, mais si vous voulez réagir à ça, allez-y. J'allais dire, c'est influencer et travailler avec eux parce que souvent, on est en 2020, les gens sont sensibilisés, les gens ont envie d'agir, puis souvent, ce n'est pas le manque de motivation, comme j'expliquais tantôt, c'est le manque de temps, c'est le manque de connaissances, c'est par où je commence. Alors, des fois, de simples petits conseils peuvent faire une énorme différence dans les opérations puis dans la mise en place de toutes les différentes choses que fait une ville. Et est-ce que vous avez pu jusqu'à maintenant mettre en place votre propre équipe? Et si oui, pouvez-vous nous en parler? Ben, écoutez, premièrement, j'ai hérité, quand je suis arrivé il y a un an, d'une équipe qui provenait de trois services ou trois unités. Donc, j'ai parlé du bureau de la résilience. Il y avait aussi le bureau du développement durable. Et j'ai aussi hérité d'une équipe, en fait, et principalement l'équipe qui s'occupait des changements climatiques du service de l'environnement. Donc, j'ai hérité de gens qui avaient déjà des dossiers, déjà des connaissances, déjà des expertises très variées, hein? Donc des ingénieurs, des biologistes, des gens qui sont spécialisés en environnement, des gens qui ont plus le côté équité, on peut en reparler, mais le volet équité est important aussi dans cette question de résilience, par exemple. Et lors du dernier budget de la Ville de Montréal, ben, on a attribué des ressources supplémentaires à notre bureau. Alors, on est en embauche présentement. Donc, l'équipe est une vingtaine de personnes actuellement, devrait grossir à 30-35 personnes d'ici la fin de l'année. Oui. Ce qui était nécessaire compte tenu de l'ampleur du dossier qu'on a. Et encore une fois, les nouvelles personnes qu'on embauche, on a engagé un économiste récemment. C'est une grande variété d'expertise qu'on a besoin
pour être en mesure de bien faire le travail qu'on doit faire. Donc, ça comprend les trois volets, comme on disait tantôt, du développement durable. Vous Tout à avez fait. des Tout à gens. fait. Est-ce que, je me pose toujours cette question-là, est-ce que les anthropologues sont des gens que vous pensez éventuellement recruter, parce qu'on voit ça de plus en plus, hein, ce poste-là, ou en tout cas des sociologues peut-être? C'est clair qu'on a besoin de gens des sciences sociales. Les sociologues, est-ce qu'on en a déjà? Il faudrait que je revérifie les formations de toute notre équipe, mais c'est clair que oui, on va avoir des gens avec ce profil-là. Parce que, et je vous dirais même, on aura sûrement aussi des gens qui ont un profil plus de psychologue dans l'organisation parce que les défis auxquels on fait face sont souvent pas tant euh, pratiques ou technologiques, ils sont souvent de l'ordre de la résistance au changement. Souvent, on a les solutions, on connaît les solutions, puis le défi, c'est d'amener les gens à mettre en œuvre ces solutions-là et d'adopter une nouvelle façon de faire pour construire un bâtiment ou d'adopter une nouvelle façon de réfléchir au coût énergétique d'un véhicule. Donc, souvent, c'est une question de briser des barrières psychologiques. Bien, justement, c'est une des questions que j'avais pour vous. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus difficile en termes de changement de comportement à atteindre? Bien, je vous dirais que c'est certain que lorsqu'il y a un risque, lorsqu'il y a un risque qui fait partie de l'équation, c'est un petit peu plus difficile. Donc, lorsqu'on construit un bâtiment et qu'il y a un risque qu'il soit réel ou perçu, hein, souvent c'est des risques qui sont perçus, qui ne sont pas nécessairement réels, mais on perçoit qu'il y a un risque. Je donne un exemple, quand on a fait la maison du développement durable, on construisait un bâtiment qui allait avoir une certification parmi les plus écologiques au pays. Et de façon générale, ce que ça voulait dire, c'est que le bâtiment allait être plus solide, mieux ventilé, mieux chauffé, qui allait coûter moins cher en termes de facture énergétique. Donc, en fait, ça diminuait le risque, normal, de façon objective. Mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, les banquiers nous disaient qu'il y a un risque additionnel parce que vous faites un bâtiment innovant. Ah. Et ça, on le retrouve souvent, que ce soit au niveau, un ingénieur, on lui propose un nouveau système mécanique qu'il ne connaît pas, bien, il y a un risque qui est perçu de dire, bon, on l'essaye, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va être capable de l'entretenir? Alors, c'est beaucoup ça. Et donc, souvent, encore une fois, les solutions sont d'une part humaines et psychologiques, puis d'autre part, bien, ils nécessitent de l'information, des explications, de la formation. C'est souvent ça qui est à la base de notre capacité après ça d'effectuer un changement. Puis la connaissance technique, hein? Puis ça, je pense que ça va évoluer beaucoup avec toutes les technologies propres qu'on va éventuellement mettre en place. J'ai lu que la Ville de Montréal s'était engagée au sommet de l'ONU sur les changements climatiques dans le cadre d'élaboration de son plan climat 2020, 2030, 2050 à réduire de 55 ses émissions par rapport au niveau de 1990, qui est une cible très ambitieuse. Comment votre bureau, pourra contribuer à l'atteinte de ces cibles? Donc, effectivement, c'est une cible ambitieuse. La cible de carboneutralité, on l'avait déjà pour 2050 et essentiellement, lorsqu'on fait un peu de modélisation, puis on se pose la question si on veut être à zéro en 2050, il faut être où en 2030? Bien, ça donnait à peu près 55 là. Donc, d'où la cible de 55 que la mairesse a effectivement annoncé au sommet. Le rôle du BTER, du Bureau de la transition écologique et de la résilience, ben, c'est premièrement de préparer le plan climat pour la prochaine décennie. Évidemment, c'est un plan pour la prochaine décennie, mais qui regarde au-delà de cette prochaine décennie-là, qui regarde ultimement la cible, c'est d'arriver le plus proche de zéro possible. Par la suite, ben, notre rôle va être de s'assurer de la mise en œuvre de ce plan-là, de faire une reddition de compte de ce plan-là et de s'assurer qu'on travaille avec tous les services qui vont être interpellés parce que ce n'est pas nous qui allons construire les bâtiments de la ville, ce n'est pas nous qui allons acheter les véhicules de la ville. Alors, il va falloir travailler avec tous ces services-là pour s'assurer que tous puissent contribuer à l'atteinte des objectifs. Puis, est-ce que l'élaboration du plan se fera cette année? Quel est l'horizon pour ce plan?
C'est clair que là, on est dans on a, l'année passée, on a mis sur pied, au mois de juin, la mairesse a mis sur pied un comité de 20 experts et de représentants de parties prenantes, la Chambre de commerce, Hydro-Québec, Énergir et d'autres, des experts universitaires, des groupes environnementaux, pour nous accompagner dans le développement de ce plan. Alors, le plan, il est en large partie complété. Et on est disons, à peaufiner les derniers éléments de ce plan. Fait qu'on espère que dans les prochains mois, le plan pourra être rendu public. Et peut-être que vous allez revenir en balado, nous présenter votre plan. Ça me fait plaisir. Ben oui, j'aimerais bien. Quelles sont les actions du bureau relativement à la mobilité durable? Ben, en fait, sur la question de la mobilité durable, évidemment, la Ville de Montréal a un département qui s'appelle le service d'urbanisme et de mobilité. Alors, c'est nouveau qu'on a joint l'urbanisme et la mobilité, qui sont vraiment qui pilotent la question de la mobilité, évidemment, avec d'autres services et d'autres unités. Le rôle du Bureau de la transition écologique et de la résilience dans la mobilité, c'est vraiment de conseiller, de participer à certaines initiatives qui sont généralement pilotées par d'autres unités. Alors, on n'est pas, et c'est le cas pour toutes les autres, la plupart en fait des autres thématiques là, que va suivre le Bureau de la transition écologique. On n'est pas un organisme ou un service qui va mettre en œuvre des mesures, mais plutôt qui va accompagner et conseiller. Alors, je vous donne un exemple concret sur la Ville de Montréal présentement réfléchit à sa prochaine stratégie sur l'électrification. On en avait une qui se terminait en 2020. Alors là, on est en train de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait pour les 5 prochaines années? C'est quoi les besoins, par exemple, en termes de bornes de recharge électrique pour les véhicules privés, pour les véhicules commerciaux et ainsi de suite. Alors donc, le BTER participe avec ses experts à cette discussion-là et accompagne d'autres services qui, eux, ont le rôle de le piloter puis qui vont avoir le rôle après ça de faire la mise en œuvre. Donc, les équipes en question qui doivent faire la mise en œuvre élaborée doivent être d'avis que vous leur apportez une grande aide, hein, parce que en termes de conseils, c'est comment concevoir le tout pour la suite. Est-ce que c'est la même chose pour vos collègues de la biodiversité? Je me disais, quel est votre rôle aussi pour ce qui est de la perte de la biodiversité ou sa conservation? Oui, tout à fait. En fait, je dirais que la biodiversité, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. On a un petit rôle de mise en œuvre dans ça parce que quand je suis arrivé à la ville, compte tenu du background que j'avais, on m'a confié aussi la responsabilité des pesticides à la ville de Oui, mais Montréal. vous aviez une connaissance déjà dans ce dossier-là. Vous étiez beaucoup engagé hein, dans la lutte contre les pesticides. Oui, donc j'avais déjà des connaissances. Alors, on m'a confié ce mandat. Donc, on a la très petite équipe qui s'occupe d'une part de l'application du règlement des pesticides qu'a la Ville de Montréal et d'autre part qui fait un suivi sur l'utilisation des pesticides par la Ville aussi parce que jardin botanique, les arrondissements, la crise au niveau de l'argile du frein. Donc, il y a des enjeux comme ça où la ville utilise des pesticides, généralement des biopesticides, mais quand même. Alors donc, on suit ces questions-là. Et donc, évidemment, il y a un lien très fort avec la biodiversité. Et donc, ça, c'est un élément plus opérationnel de la mission du bureau. Et par ailleurs, on collabore beaucoup avec les grands parcs. Et encore, comme sur la question du climat, on est beaucoup sur des questions d'objectifs à long terme, de reddition de comptes, de mise en œuvre de nouvelles mesures, de mise en œuvre de nouveaux programmes. Et encore une fois, on ne sera pas le bureau qui va faire cette mise en œuvre, mais on accompagne les services pour réfléchir à quelles devraient être ces mesures, et d'une part, puis d'autre part, comment on fait pour en assurer la mise en œuvre puis la reddition de comptes. Et je me demandais si c'était la même chose pour ce qui est des bâtiments, parce que je disais que la Ville vise la carboneutralité des bâtiments municipaux d'ici 2030. La même chose pour les nouveaux bâtiments. Puis, pour l'ensemble des bâtiments de l'agglomération de Montréal, ça serait d'ici 2050, je pense, là, qu'on vous visez la carboneutralité. Donc, Oui. est-ce que là aussi, c'est un rôle d'accompagnement conseil?
auprès Oui, de tout à ces fait. gens-là? Tout à fait. Il y a un volet de ça sur les volets, les bâtiments municipaux où effectivement on est en conseil et en partenariat là, avec le service des immeubles de la Ville de Montréal. Et donc, on travaille avec eux pour peaufiner des outils qu'ils avaient déjà. Hein. Quand le bureau a été créé, le service des immeubles de la Ville de Montréal avait déjà des objectifs assez ambitieux sur la question de la carboneutralité de ses propres bâtiments. Donc, c'était déjà en cours. Puis là, on essaie de voir avec eux comment on accélère ça, est-ce qu'on peut en faire plus. Bon, alors, on est dans, je vous dirais, on peaufine les approches de ce côté-là, d'une part. D'autre part, on va travailler avec d'autres services, comme le service d'urbanisme, sur les règlements qui encadrent la construction, mais aussi sur des initiatives de formation, des initiatives de financement. Alors donc, comment on fait on parlait tantôt de l'importance du savoir pour effectuer des changements. C'est clair, dans l'élaboration du plan climat, quand on a rencontré les gens du milieu de la construction, puis les grands propriétaires, ils nous disaient on a besoin d'accompagnement et de formation pour s'assurer qu'on soit capable de les construire, ces nouveaux bâtiments carboneutres, ou de les rénover, ces bâtiments qu'on a déjà et qu'on souhaite qu'ils deviennent carboneutres. Alors, donc, ça, c'est un élément très important sur lequel on va avoir un rôle, le bureau va avoir un rôle important à jouer. Encore une fois, en collaboration avec les unités, les différentes unités de la ville. Je pense entre autres dans le cas de la construction aux arrondissements là, qui sont clés parce qu'ils émettent les permis. Alors, c'est un moment important où on peut sensibiliser, où on peut donner de l'information, offrir de la formation, offrir du financement, par exemple, pour s'assurer qu'il y a une plus-value dans ce processus-là en termes environnementaux. Puis, comme d'essayer d'atteindre la carboneutralité, ça veut dire réduire les combustibles fossiles qui sont utilisés dans les bâtiments. Est-ce que vous avez l'intention d'élaborer une politique de consultation des parties prenantes ou comment ça fonctionne? Est-ce que c'est l'Office de consultation publique ou je me demandais si vous allez consulter les parties prenantes là, par rapport à ces objectifs ou cette transition? S'il y a une chose qu'on fait beaucoup à la Ville de Montréal, c'est de consulter. On consulte sur toutes sortes de sujets et comme vous le savez, souvent les citoyens ont des mandats d'initiative où ils demandent des consultations sur des sujets en plus de ceux qui sont soit requis par la loi ou soit de l'initiative de la ville. Donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et donc, oui, évidemment, sur la question du plan climat, il y a déjà eu tout un processus de consultation avec les parties prenantes qui a été fait. Mais ce plan-là, ce n'est pas des mesures en tant que telles, c'est une annonce des mesures qu'on va mettre en place. Et chaque mesure, à un niveau ou à un autre, va faire l'objet de consultations. Parfois, je pense au règlement sur la construction, lorsqu'on parle de l'efficacité énergétique des bâtiments, ben, c'est requis par la loi, carrément. Et dans d'autres cas, ben, c'est des initiatives qui vont généralement soit faire l'objet de consultations publiques ou l'objet de consultations des parties prenantes. Encore une fois, prenons l'exemple de la formation. C'est clair qu'on ne veut pas faire ça en vase clos, puis qu'on veut travailler avec les organisations qui ont déjà l'expertise et qui ont déjà la clientèle de ces personnes qu'on veut viser, que ce soit les promoteurs, que ce soit les propriétaires, que ce soit les entreprises de construction. Puis, est-ce que vous avez une opinion que vous pourriez partager avec nous sur la transition juste? Parce qu'on entend parler beaucoup de la transition juste. Le gouvernement fédéral avait même annoncé dans son discours du trône qu'il voulait adopter éventuellement une loi sur la transition juste. Avez-vous une opinion à ce sujet? Ben, oui. Et la transition juste, évidemment, ça fait référence à beaucoup de choses. C'est un terme très large. On pense notamment, à l'échelle canadienne, on pense, si on transitionne vers une économie qui carbure davantage à l'énergie renouvelable, ben, comment on soutient les travailleurs des secteurs pétroliers, gaziers, dans l'Ouest, entre autres, pour s'assurer que ces gens-là ne soient pas laissés pour compte. Lorsqu'on applique ça à l'échelle de Montréal, ben, c'est un petit peu plus nuancé, là, les études qui ont été faites là-dessus sur la question des emplois. Oui, il y a des emplois qui vont transitionner, mais
puisqu'on a déjà beaucoup d'énergie renouvelable au Québec, le choc sur les travailleurs va être moindre. Par contre, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la résilience et de l'adaptation au changement climatique. Oui. Et on le voit dans la pandémie actuellement, mais c'est le cas aussi dans le cas d'autres types d'impacts, d'autres types de chocs, notamment les chocs climatiques. Souvent, les premiers et ceux qui ont le pire impact, ce sont les personnes les plus démunies. Oui. Et donc, il faut avoir un regard particulièrement aiguisé pour s'assurer que dans les mesures qu'on met en place, on ne laisse personne derrière. On s'assure que si, par exemple, je donne un exemple, on plante des arbres parce qu'on sait que ça diminue les îlots de chaleur, bien, il faut le faire en priorité dans les secteurs dépourvus, où les gens, justement, ont moins tendance à avoir des systèmes d'air conditionné, où les bâtiments sont moins isolés, et donc où l'impact d'une canicule, par exemple, va être plus grand. Alors donc, c'est une préoccupation très importante dans notre mission. Puis, nous terminons toujours, Sydney, avec des questions ludiques. Et voilà, je vais vous poser nos questions ludiques. La première, c'est quel est le mot ou l'expression que vous préférez dans le domaine du développement durable? Oui, c'est une bonne question. Bien, je pense que c'est le mot durable dans le développement durable. Pas tant que je le préfère, mais que je trouve intéressant parce que c'est un mot qui, à mon avis, a été la traduction pour le mot sustainable de l'anglais. Hein, le rapport de Mme Brundtland en 87 a été publié en anglais initialement. Donc, Sustainable Development, on l'a traduit par développement durable. Et moi, j'ai toujours trouvé que durable, ça traduisait pas très bien le mot sustainable et qu'on entendait souvent, ou en tout cas, trop de personnes entendaient le mot durable comme voulant dire, ben, on peut se développer autant qu'on veut. Il faut que ça dure longtemps, le développement. Alors que sustainable a une connotation légèrement différente et le terme fonctionne un petit peu mieux, à mon avis, en anglais qu'en français. Soutenable, hein? Certains disaient ça, soutenable, il me semble, quand j'avais déjà vu cette traduction-là. Je ne sais pas si elle vous conviendrait mieux, mais disons que c'est un mot qu'on a vu parfois. Quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable? Bien, vous allez peut-être me dire que je suis biaisé, là, mais présentement, Valérie Plante, c'est une personne que j'admire beaucoup. J'apprends à la connaître et c'est quelqu'un qui a un dévouement très important pour cette cause-là. Moi, j'ai toujours dit que ce qui nous manquait sur cet enjeu-là, c'était beaucoup le courage politique de poser des gestes. Il y a énormément de pression. À chaque pas qu'on essaye de franchir dans ces enjeux-là, on a de la pression de toutes sortes de secteurs. Et donc, d'avoir cette capacité de garder de maintenir une vision, puis de maintenir les objectifs clairement en tête lorsqu'on avance et qu'on est soumis comme politicien ou comme élu à un barrage de questions à tous les jours de la part de journalistes. Ça, je vous avoue là, que j'ai une admiration renouvelée pour la mairesse depuis que je vois de proche à quel point c'est difficile de faire ce travail-là. Et oui, hein, je pense pour les politiciens, vous avez raison. Quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Québec en développement durable? Là, je vais vous donner ma réponse de nerd du climat. Et parce que moi, je suis convaincu que la bourse du carbone, c'est un des morceaux de la politique québécoise de réduction des gaz à effet de serre extrêmement important qu'on a eu le courage de mettre en place il y a un bon bout de temps et que les gouvernements successifs ont eu le courage de maintenir. Parce qu'encore une fois, il y a eu beaucoup de pression sur eux pour qu'ils reculent là-dessus. Et à mon avis, en tout cas, c'est un morceau de la politique québécoise qui a vraiment structuré l'action climatique au Québec et qui a démontré qu'on peut avoir un impact. On arrive à réduire nos gaz à effet de serre grâce à cet outil-là, entre autres.
en ayant une économie qui, évidemment, juste avant la pandémie, allait très, 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 très bien. Là. Donc, moi, c'est un outil que je pense qui est mal connu, mal compris, mais qui est efficace. C'est la première fois que quelqu'un nous en parle, c'est intéressant. La dernière question, c'est quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner si c'était possible? Ben, présentement, dans le confinement, je pense que ça serait un aigle. J'aurais envie j'aurais envie de voler, de me déplacer, d'aller voir du paysage. C'est clair beau. que quand le week-end arrive, on passe de la chambre à coucher au salon, puis après ça, la semaine elle revient, puis on retourne dans la chambre à coucher travailler. Donc, un animal qui peut voir du paysage, là, ça fait du bien. C'est une belle image, puis effectivement, c'est un signe de liberté aussi, hein? Et d'acuité, hein? Parce que les voient bien. Bien, je veux vous dire merci beaucoup, Sydney. Ça fait un entretien très agréable et inspirant. Merci d'avoir accepté de tourner ce balado avec nous. Puis je vous souhaite bonne chance. Puis espérons que vous pourrez venir nous présenter votre plan d'action sur le climat. Merci à vous, Hélène. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et merci à vous.